On est le 8 février 1981 et dans le Golden Gate Park de San Francisco, on va retrouver un SDF. Sauf que ce SDF, eh bien il n'a plus de tête. À la place de sa tête, il y a 2 grains de maïs et une aile de poulet. C'est l'intro la plus étrange que j'ai jamais faite de toute ma vie, je vous l'accorde. Comme ça, on peut penser à une espèce de serial killer qui aurait terminé son KFC un peu à la va-vite. Sauf que blague à part, cette affaire, ou plutôt ces affaires, vont prendre une tournure extrêmement bizarre et elles vont choquer l'opinion publique. Je vous rappelle qu'on est aux États-Unis et ce truc-là, ou plutôt ces trucs-là, vont prendre une allure de rite un peu satanique et aussi de sacrifice humain. Il y a une personne qui va essayer de comprendre ce qui s'est passé, qui va faire le lien entre plusieurs affaires justement. Et vous allez comprendre que ce monde est fou. Le lac Alvord, c'est un petit plan d'eau qui est situé à l'extrême est de Golden Gate Park, qui se trouve en plein cœur de San Francisco. Et non loin de là, comme vous pouvez le voir sur la carte, vous avez le célèbre quartier de Haight-Ashbury, qui avant accueillait plein d'hippies, voilà, c'était le lieu où aller quand t'étais un hippie. Et bien cet endroit, il a vu son ambiance un peu se détériorer au fil du temps. C'était plus l'ambiance hippie comme à l'époque, il y a d'autres styles de personnes qui sont arrivées. Dans les années 60, ce secteur, il attirait les amateurs de psychédéliques, mais avec les années 70, vous avez d'autres dés, comme on dira, qui vont venir remplacer ce que prenaient avant les hippies, des trucs bien plus sordides, et ces choses-là vont ramener des toxicomanes en masse, des gens qui se tuaient avec des produits. À la base, c'était un endroit pour les hippies, c'est devenu un mouroir de toxicomanes. Durant les années 70, la population de sans-abri dans ce fameux parc, eh bien, elle a fortement augmenté, en partie à cause des anciens combattants du Vietnam qui souffraient de troubles mentaux non traités à cause de la guerre. Faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait entre 40 et 200 sans-abri dans ce parc. C'était vraiment la zone. Le parc, autrefois renommé pour ses paysages et ses attractions, est devenu tristement célèbre pour ses petits délits et agressions. Et vers la fin des années 70, la situation elle était telle que la police elle va déconseiller aux touristes de visiter ce parc, qui était devenu tout simplement un coupe-gorge. Fallait pas aller là-dedans, sinon tu te faisais chlasser. Et c'est dans ce contexte absolument triste, on va dire, de décrépitude du parc, que notre fameux Leroy Carter Jr. va trouver refuge dans ce parc. Et donc ce gars-là, c'est un vétéran du Vietnam, il est né le 17 septembre 1951 en Louisiane, et les premières années de sa vie, elles vont pas être très bien documentées, on n'a pas trop d'infos, mais c'est pas hyper important. Donc dans les années 70, Carter, il a servi comme soldat de première classe dans le corps des Marines des États-Unis. Et comme beaucoup de vétérans du Vietnam, il va se retrouver sans abri en revenant aux États-Unis à la fin de la guerre. Souvent avec des chocs post-traumatiques, ils étaient pas guéris, soignés du moins, et donc ils partaient dans la rue, ils allaient errer, ils devenaient un peu schizophrènes, et voilà. En errant comme ça dans la rue, Leroy, il finit par arriver à San Francisco, une ville qui était relativement accueillante pour les sans-abri. Malheureusement, il va se retrouver impliqué dans divers délits mineurs, ce qui va lui créer un casier judiciaire plutôt bien garni, ce qui va d'ailleurs permettre de l'identifier plus tard. Donc ces infractions vont du vol au larcin en passant par le vagabondage. Leroy, il est le triste exemple d'un homme désespéré tentant de survivre plutôt qu'un criminel endurci. C'est vraiment le genre de mec qui va au Auchan de San Francisco pour se caler un calendos président dans le slip pour manger le soir. Vous voyez, c'est pas le criminel qui cherche absolument à s'enrichir, c'est le gars qui veut survivre. Malgré ses difficultés en tant que SDF, rien dans sa vie ne semblait particulièrement notable ou suspect jusqu'en février 81. Leroy, il va avoir beaucoup de mal à s'intégrer dans la société à cause de ces chocs post-traumatiques qui à l'époque n'étaient pas du tout pris en compte, on soignait pas ça. On disait non, il est fatigué, alors que les mecs qui revenaient du Vietnam avaient le cerveau flingué, clairement. On est le samedi 7 février 81, et comme d'habitude, il se balade cherchant un endroit où passer la nuit. Après avoir arpenté ses lieux habituels qu'il connaissait bien dans le parc de Golden Gate, il va s'installer près du lac de Alvord, à l'extrémité est du parc, proche de Stanyan Street. Cet endroit, faut savoir qu'il est isolé et paisible, et lui, il pensait passer une nuit tranquille au bord de l'eau. Il va décider de poser son sac de couchage et y passer une nuit. Quelques heures plus tard, dans la matinée du dimanche 8 février 81, l'agent de la police de San Francisco, James Dougherty, il va être appelé au parc. Vous avez une jeune femme qui a trouvé un sac à dos et l'avait rapporté à la police. Ce sac de couleur brune était taché de sang. Mais le contenu de ce sac, il va pas être très suspect parce que vous avez en fait un pantalon et une chemise, mais le problème c'est qu'il est gorgé de sang. Donc c'est ça qui est bizarre. La police, elle va quand même décider d'envoyer quelqu'un au parc pour aller vérifier. Vous avez donc l'agent Dougherty qui arrive dans ce parc vers midi et il pleut énormément. Il est protégé par un parapluie et commence à parcourir le parc, se dirigeant vers l'endroit où le sac à dos ensanglanté a été trouvé. Il cherche le moindre indice, espérant rapidement clore cet appel et retourner au chaud pour manger des donuts dans sa voiture de patrouille. Et c'est à ce moment précis en fait qu'il va retrouver le corps de Leroy, du moins ce qu'il en reste. Donc il voit Leroy qui est dans son sac de couchage emmitouflé, là où il s'était endormi quelques heures auparavant. Et en fait autour de lui vous avez une énorme flaque de sang qui l'entoure, sauf
Sauf que la vérité, eh bien, elle est bien plus glauque que ça. En fait, Leroy, comme vous avez pu le deviner, il a été sauvagement assassiné et on lui a retiré la tête. Sa tête est totalement absente de la scène, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout à côté de lui, et malgré une recherche intensive, elle ne sera jamais retrouvée. L'enquête, elle va révéler plus tard que la suppression de la tête a été effectuée avec une précision remarquable, voire chirurgicale. L'arme qui a été utilisée, probablement une hache extrêmement tranchante ou une machette, a laissé une coupure extrêmement nette, comme si elle avait été faite par un expert. Par un boucher ou un chirurgien. Vous avez même le coroner, donc le médecin légiste, qui va déclarer plus tard: La coupure était très propre, comme réalisée par un expert, ce qui peut également laisser entendre qu'on lui a coupé la tête durant son sommeil. Et donc à la place de sa tête, vous avez, comme je vous le disais au début, des grains de maïs ou des épis de maïs selon les dires des journaux qui ont été insérés à la place de la tête, c'est dégueulasse. Mais également une aile de poulet. À ce moment-là, la police elle a du mal à comprendre pourquoi ils retrouvent des grains de maïs dans le cou du mec, quoi. Sauf que ces éléments très bizarres, ils vont devenir extrêmement importants pour l'enquête. La police a également découvert les restes d'un poulet mutilé à une 50aine de mètres du corps, ce qui va expliquer l'origine de l'aile de poulet retrouvée dans le cou du mec. À ce moment précis, les enquêteurs ils vont émettre l'hypothèse, avec tous les éléments qu'ils ont, les éléments étranges, que ce meurtre, en fait, c'est un sacrifice humain, un rituel, qui a peut-être été fait par une secte religieuse ou un groupe de délinquants. Ils ont déterminé que la mort de Carter était récente, ses restes étant sur place depuis moins de 24 heures, situant son décès entre la fin de la nuit et le début de la matinée précédente. Il faut savoir que la seule manière d'identifier le corps de Leroy a été ses empreintes digitales. Empreintes digitales qui étaient disponibles grâce au larcin qu'il avait commis et à son casier judiciaire qu'il avait eu. La police, à ce moment-là, a la confirmation qu'il s'agit bien de Leroy Carter Jr. qui a 29 ans au moment des faits. Il y a un truc qui est un peu étrange, c'est que peu de détails vont être divulgués à la presse sur ce sujet, sur cette affaire. Mais vous avez le sergent Mike Perra qui va déclarer aux journalistes: Il semble que la victime dormait dans les buissons lorsque une ou plusieurs personnes, dont l'identité nous est inconnue à ce moment-là, sont venues et lui ont retiré la tête. Donc il y a des petites infos qui tombent au compte-gouttes, mais c'est pas très précis, voilà. Comme si l'affaire était un peu étouffée. Il y a un personnage très important qui va arriver, qui est un petit peu le personnage principal de cette vidéo, qui s'appelle Sandy Gallant. C'est une enquêtrice au département de police de San Francisco, et elle va être appelée à enquêter sur cette affaire. Elle a récemment travaillé sur des affaires liées à Jim Jones, qui est le fondateur de Johnstown, dont tous les partisans s'étaient supprimés en masse en Guyane, un peu plus d'1 an auparavant. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo, je vous mets le lien en commentaire, mais aussi dans la description de cette vidéo, vous pouvez aller voir, voilà, c'est une histoire mais de dingue. Et donc cette enquêtrice, elle a aussi bossé sur cette affaire. Je pense que vous avez déjà vu la vidéo, si vous êtes des vrais de chez Toonie. Cette enquêtrice, elle connaît bien ce fameux gourou Jones, il avait de nombreux liens avec la région de San Francisco. Et l'enquêtrice, elle avait enquêté sur divers aspects de sa vie, notamment ses connaissances de l'église, des survivants potentiels, des gens qui avaient financé son projet et plus encore. Donc à San Francisco, il y a comme des petits groupes occultes qui existent et qui existent peut-être encore. Et donc là, elle se dit, il y a peut-être un lien entre tous ces gens qui sont un peu fêlés. Grâce à son travail sur l'affaire de Johnstown, Sandy Gallant est devenue l'experte en secte du département de la police de San Francisco. Donc vraiment, quand il y avait un problème de secte ou des trucs occultes ou des trucs un peu rituels bizarres, eh bien c'est elle qu'on allait voir pour enquêter, pour trouver des indices. Il faut savoir qu'en 81, elle est même appelée la flic du culte. Non pas la flic du cul, attention, c'est pas pareil. Pour vous dire à quel point, voilà, c'était vraiment l'experte en secte et on l'appelait dès que j'avais un problème. Les cultes avaient émergé dans la région bien avant l'affaire Johnstown et continuaient à proliférer. Gallant s'efforçait de comprendre comment ces mouvements religieux et spirituels, apparus dans la baie au milieu des années 60 et au début des années 70, influençaient les comportements et les modèles criminels locaux. Faut savoir que dans cette région là-bas, il y a vraiment beaucoup de groupes un peu occultes, on sait pas pourquoi, c'est comme ça. Notre fameuse enquêtrice, elle va commencer à bosser sur le sujet de cet SDF qu'on a retrouvé sans tête dans un parc, et elle va commencer à trouver des similitudes avec un rite. Alors la Santeria, c'est une religion qui est originaire de Cuba, qui va mélanger des croyances africaines avec le catholicisme. Tout ça saupoudré de voodoo et de trucs un peu incroyables. Faut savoir que les adeptes y vénèrent des divinités et ont des pratiques incluant rituels de divination, offrandes, cérémonies de possession, mais aussi des sacrifices, notamment d'animaux. L'enquêtrice, elle va se concentrer en particulier sur les rituels de magie noire, incluant des rites de sang aztèque, le vaudou haïtien et parfois même le culte du diable. Elle n'est pas fermée à un seul culte, mais elle va en cibler quelques-uns qu'elle connaît bien. Cependant, en parcourant le dossier, l'enquêtrice, elle va réaliser qu'elle connaît très peu la Santeria. Donc notre fameuse enquêtrice, elle a des connaissances sur ce genre de pratiques occultes, sauf qu'elle n'est pas experte. Elle connaît un petit peu des choses à droite à gauche, elle est capable de les reconnaître. Et en fait, elle va devoir consulter un expert pour faire son rapport à ses supérieurs
supérieure, sinon elle va pas être crédible. Déjà parce qu'elle va pas être crédible, mais aussi parce que elle va être limitée dans ses connaissances. Faut savoir que la Santeria, c'est une religion qui va prendre racine il y a plus de 500 ans dans le centre du Nigeria, chez la tribu Yoruba. Ce système de croyance a été introduit dans le Nouveau Monde via les navires d'esclaves, a évolué au fil des siècles, principalement dans les Caraïbes et le long de la côte sud des États-Unis. Au fur et à mesure de son évolution, la Santeria a intégré des éléments de religion, y compris certaines croyances chrétiennes et vaudou. Le sacrifice y joue un rôle majeur dans la Santeria, et on sacrifie généralement des animaux comme des poulets ou des chèvres. Cependant, la découverte d'animaux décapités et démembrés dans les lieux publics rend la pratique inhabituelle et interpelle. Il arrive parfois qu'aux États-Unis, dans les parcs, on retrouve des animaux sacrifiés, un peu démembrés comme ça, qui sont liés à ces pratiques de culte. Bien que les sacrifices humains soient extrêmement rares parmi les adeptes de la Santeria, il arrive parfois que certains groupes dérivent et utilisent cette religion comme prétexte pour assouvir des pulsions meurtrières, comme pour absolument toute dérive religieuse. Il y a beaucoup de gens qui prétextent la religion pour faire des choses. Évidemment, si vous avez l'approbation d'un être supérieur pour faire des trucs horribles, personne ne peut vous arrêter, forcément. C'est facile. Aujourd'hui, environ 20 000 personnes aux États-Unis pratiquent la Santeria. Cette religion, toujours entourée de mystères, est fréquemment associée à de la magie noire et au sacrifice humain. Cette réputation de pratique occulte, elle va s'amplifier dans les années 80, notamment durant la montée du satanisme. Parce que faut savoir qu'il y a eu une mode vraiment pour le satanisme dans les années 80. Pour approfondir son enquête, l'enquêtrice, elle va décider de consulter Charlie Wheatley. Charlie Wheatley, c'est un expert en Santeria basé en Floride et coroner du comté de Dade. Après avoir examiné le dossier du meurtre non résolu, Wheatley va confirmer que cette affaire, elle présente toutes les caractéristiques d'un sacrifice humain. Là, vous avez un expert qui valide le fait que c'est probablement des mecs un peu occultes qui ont fait ça. Ensemble, l'enquêtrice et l'expert vont élaborer une théorie selon laquelle la mort de ce fameux SDF dans le parc pourrait être liée à un rituel de la Santeria. L'enquêtrice, elle a donc consulté l'expert qui lui a expliqué « Écoute, là on est en présence d'un rituel, le mec il vient de se faire retirer la tête, sauf que ce rituel il est pas terminé, il va se passer d'autres choses. » Donc l'enquêtrice retourne vers ses supérieurs pour expliquer ce qui va se passer par la suite. Accrochez-vous bien, c'est horrible. Selon elle, du moins selon l'expert, les tueurs ont retiré la tête de Leroy pour utiliser sa tête afin d'exécuter une infusion rituelle, comme on l'appelle. Cette étape, elle utilise plusieurs parties du cerveau, peut-être aussi ses yeux et ses oreilles, qui pourraient notamment être mangés. Et normalement, ils doivent faire ça durant environ 3 semaines, 21 jours. C'est très précis. Par la suite, la tête, elle doit être gardée par le prêtre du culte, le magicien, je sais pas comment on appelle ça, et le prêtre doit dormir avec la tête dans le même lit, avec un chaudron aussi. Et tout ça pendant une autre période de 21 jours. Je vous explique pas l'odeur. Et au bout de 42 jours, après avoir mangé en partie la tête et dormi avec, eh bien la tête doit être ramenée à l'endroit où elle a été retirée. Donc normalement, d'après leur théorie, si leur théorie est bonne, les meurtriers doivent revenir sur les lieux du crime, ramener la tête au bout de 42 jours. Juste une petite parenthèse, imaginez le prêtre de cette secte qui va pioncer avec une tête pourrave. Je sais pas si vous avez l'image en tête, mais voilà. Évidemment, cette théorie, elle va pas du tout convaincre les supérieurs de l'enquêtrice, et ils vont complètement ignorer ces avertissements. Et même l'enquêtrice elle-même, elle va être très perplexe par rapport à la véracité de ce truc. Elle va se dire, mais c'est tellement délirant que c'est pas possible que ça arrive. Évidemment, en tant que bonne enquêtrice, elle va pas écarter la moindre piste, même si elle est délirante. On est le 22 mai 81, soit 42 jours après le meurtre de Leroy, l'enquêtrice et l'expert vont retourner sur les lieux du crime. Ils se dirigent vers le lac Alvord, et là, parmi les mauvaises herbes près de l'eau, ils vont retrouver une tête décomposée. De manière assez énigmatique, le ou les responsables de ce meurtre ont réussi à ramener la tête de la victime sur les lieux du crime sans éveiller les soupçons de la police. Ouais, parce qu'il faut savoir que le parc, il était quand même surveillé après ça, mais voilà, ils se sont pas fait prendre. La police n'a jamais divulgué de nombreux détails sur l'état de la tête, mais il semble que les théories de Galland se soient avérées justes, notamment avec certains morceaux manquants comme le crâne ouvert, les oreilles coupées. Faut savoir que personne n'a surveillé la scène de crime ce jour-là, ce qui était une déception évidemment pour tous. Et en plus, aucune trace n'a été laissée. Donc, les tueurs, on n'y retrouvera jamais. L'enquêtrice, elle dira même « Notre erreur a été de ne pas surveiller la scène du crime le 42e jour. Nous avons eu du mal à croire que quelque chose comme ça puisse se produire. » C'est quand même hyper dommage, voilà, d'avoir une idée de fou comme ça et de pas surveiller ne serait-ce qu'un jour. Mais bon, ils ne l'ont pas fait, voilà, c'est comme ça. Faut savoir que le meurtre de Leroy est par la suite tombé dans l'oubli, totalement relégué au second plan par des affaires d'homicide plus récentes et plus médiatisées. Aucun suspect ni personne d'intérêt n'avait été identifié par la police, et l'affaire avait peu à peu disparu dans les méandres des dossiers. Mais accrochez-vous bien, en 1989, l'affaire, elle va refaire surface. Notamment à cause d'un homme à qui il est arrivé un truc aussi horrible. Mark Kilroy, un étudiant de 21 ans,
est supprimée. Et donc notre fameuse enquêtrice, elle va être encore consultée par les autorités et les médias dans le cadre de cette enquête. Elle a de nouveau attiré l'attention des médias, notamment du LA Times, à cause de son expertise. Parce que ce qui est arrivé à ce Mark Kilroy, c'est très suspect. Durant cette période, elle a modifié sa théorie quant au coupable du meurtre de Leroy. Elle a un petit peu abandonné l'idée que les membres de la Santeria étaient finalement impliqués, ciblant désormais les adeptes sombres et obsédés du culte nommé Palo Mayombe. Il y a tout un tas de cultes qui se font là-bas. Et Palo Mayombe, également appelé la Régalas de Congo, c'est initialement une religion africaine qui s'est développée à Cuba. À noter que ce culte, normalement, il n'y a pas de sacrifice humain, mais parfois, il y a quelques groupes de personnes un peu dérangées qui vont faire des trucs incroyables. Et c'était probablement le cas ici. Alors, on ne sait pas vraiment les raisons de son changement de cible, mais le fait est qu'elle pensait maintenant qu'il s'agissait de coupables liés à ce culte. Notamment, je vous ai parlé de Mark Kilroy, à qui il est arrivé des horreurs, tout simplement. Et justement, cette enquêtrice, elle va essayer de faire le lien entre ces deux affaires, qui se passent pas du tout au même endroit. On est en mars 89, Mark Kilroy, un étudiant de 21 ans, et ses amis ont commencé leur voyage pour le Spring Break à South Padre Island, au Mexique. Après des jours de festivités, Mark a disparu lors d'une soirée à Matamoros. D'abord, après avoir perdu ses amis, voilà, il est parti, il était un peu bourré. Bon, jusque-là, rien d'anormal, il y en a plein à qui ça arrive, et après on les retrouve quelques heures plus tard en train de dormir sur la plage. Malgré leurs recherches, il n'a pas été retrouvé, et ses amis ont finalement contacté la police pour signaler sa disparition. Comme je vous le disais, dans le passé, les étudiants portés disparus à Matamoros, eh bien, ils se manifestaient souvent quelques jours plus tard, complètement bourrés durant les festivités, et se réveillaient quelque part dans une autre ville, ou enfin dans un autre endroit, et on les retrouvait. Et ben pas là. Mark était l'une des 60 personnes disparues de Matamoros au cours des 3 premiers mois de 89. Imaginez, hein, en 3 mois, il y a 60 personnes qui ont déjà disparu au Mexique, dans une petite ville. Vous imaginez la dangerosité du truc, et les gens continuaient d'aller faire la fête là-bas. C'est un peu du suicide, mais bon, voilà. Son cas a néanmoins suscité une inquiétude croissante, et malgré des premières recherches, il est resté introuvable pendant des semaines. Vous avez cependant une perquisition dans un ranch au Mexique qui a révélé des détails extrêmement morbides. Des preuves qui vont suggérer que Mark, il a tout simplement été sacrifié. Notamment lors d'un rituel dirigé par Adolfo Constanzo, le gourou du culte Palo Mayombe. Et c'est pour ça que l'enquêtrice, elle va se dire, il y a un lien entre ce SDF dans le parc de San Francisco et cet Américain au Mexique qui il est arrivé des horreurs. Puisque là, Palo Mayombe, on les retrouve dans ces deux endroits. C'est en 84 que Constanzo, originaire de Miami, va s'installer à Mexico et qu'il commence à développer la lecture du tarot. Donc voilà, il est médium, il gagne sa vie comme ça, il tire les cartes, un délire. Son charisme et son apparence physique plutôt attrayante et ses prétendus talents psychiques lui ont permis de se mêler à l'élite de Mexico qui était très friande de ce genre de choses. Sa réputation de prédicateur de l'avenir et de la maîtrise de certains rituels est devenue populaire parmi les trafiquants, mais aussi les musiciens et les policiers. Influencé par la suite par des croyances religieuses déformées et une santé mentale borderline, il a commencé tout simplement à sacrifier des humains pour augmenter ses chances. Notamment ses chances, voilà, de gagner plus d'argent et sa puissance, comme il dira. Tout simplement. Tout va bien. J'ai rarement vu un mec aussi horrible que ça, hein, je vous l'annonce direct. Au départ, les adeptes de Palo Mayombe, ils sélectionnaient des victimes dont personne allait remarquer l'absence, comme par exemple des sans-abri. Mais par la suite, afin que leur rituel devienne, selon eux, plus efficace, ils vont décider de cibler des hommes beaux et instruits. Des riches. Attendez, je viens de faire un stéréotype là, parce qu'on n'est pas forcément beau quand on est riche. Mais bref, vous avez compris. Et donc, ce fameux Mark, cet Américain, il correspondait à leurs attentes. C'était une proie de premier choix, et de le sacrifier, ça allait augmenter leur chance et leur puissance, comme il disait. À ce moment-là, Constanzo et son groupe vont le traquer. Ils le repèrent en train de marcher seul le soir, et se sont arrêtés à son niveau, en fourgonnette. Ils vont lui proposer de le ramener chez lui, et lorsque Mark s'est approché d'eux, ils vont l'agripper, le mettre de force dans la fourgonnette, et l'emmener dans un ranch. Notamment dans ce fameux ranch de Santa Elena, qu'on appellera plus tard même le ranch de l'enfer. J'ai rarement vu une histoire aussi glauque de ma vie, hein, et j'en ai vu, hein, vous connaissez, hein, J1T, vous connaissez. Donc ce qui se passe ensuite pour ce pauvre Mark, c'est tout simplement innommable, je ne peux pas tout dire. Je vais vous dire dans les grandes lignes ce qui s'est passé sans détailler, évidemment. En gros, ils vont le ramener dans ce ranch absolument infâme. Le gourou de la secte va abuser de lui durant toute une nuit. Ensuite, il va être découpé. Il va également être torturé durant 12 heures. Et au bout des 12 heures de supplice, on va lui mettre un coup de machette dans le cou pour le supprimer. Ensuite, plusieurs parties de son corps vont être découpées et utilisées à des fins de culte, dont sa tête. Son cerveau, il va être bouilli pour un rite d'infusion comme on a vu pour le premier. Tout ça dans un pot africain qu'on appelle un nganga. Et un fil sera inséré dans sa colonne vertébrale afin de pouvoir tirer dessus
dessus une fois décomposés dans la terre et récupérer ces os facilement pour ensuite les porter comme collier pour se protéger du mauvais œil et augmenter la chance et la puissance. Tout va bien, je vous l'ai dit, tout va bien. Dites-vous que sur Terre, il y a des gens qui font ça encore, ça existe. Après une enquête minutieuse et la découverte du ranch de Santa Elena, ce fameux ranch de l'enfer, la police elle va réussir à mettre la main sur l'un des membres qui s'appelle Séraphin Hernandez Garcia, qui est l'un des neveux des barons de la D dans ce secteur. Quand je dis la D, vous comprenez ce que je veux dire. Il donnera tous les détails macabres sur leur pratique et sous la contrainte d'une arme, il va même déterrer 15 corps de victimes qui avaient subi le même sort que ce pauvre Marc. Hernandez Garcia va déclarer que les meurtres ont tous été ordonnés par Constanzo, qui promettait via ses sacrifices humains une protection surnaturelle pour tout le gang. Et les mecs étaient assez teubés pour croire ça, c'est pour vous dire. Bon, à noter que les gens dans les gangs, souvent ils sortent pas de Polytechnique et c'est aussi pour ça qu'ils sont dangereux. Après la découverte des corps, Constanzo a fui à Mexico et lorsque la police l'a retrouvé, il a ordonné à l'un de ses disciples de le buter à coups de mitrailleuse. Pour ce qui est du reste du culte, 13 seront arrêtés, inculpés, condamnés entre autres pour le meurtre de Mark Kilroy et 2 autres n'ont jamais été retrouvés. Malheureusement, l'enquêtrice, elle va pas réussir à lier les 2 affaires de manière indiscutable. Donc cette affaire qui s'est passée à San Francisco avec ce SDF retrouvé dans son sac de couchage et ce qui s'est passé au Spring Break. Sauf que il y a beaucoup de similitudes. Beaucoup de choses laissent à penser à une sorte de réseau international occulte dans ce sens, sans évidemment tomber dans le complot. Ou du moins des groupes avec les mêmes pratiques extrêmes qui seraient probablement en contact. Le meurtre du SDF de San Francisco restera à jamais non résolu. Et bien en Occident, il arrive encore parfois à des affaires occultes, de la magie noire, des affaires complètement délirantes comme celle-ci, notamment à base de vaudou et de rites diaboliques. Attention à ne pas tomber non plus dans la parano, mais ça existe. Donc moi j'ai trouvé cette histoire hyper intéressante parce que vous avez vraiment 2 affaires qui se ressemblent énormément, séparées d'une distance très grande, mais on est dans l'impossibilité de relier les deux. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'être là, merci de vous abonner, de regarder, encore une fois. Merci de soutenir la chaîne. Comme d'habitude, à la prochaine pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas, il y a des vidéos qui vont apparaître ici. Vous pouvez aller voir, ça vous plaira peut-être. Pour ça, vous abonner évidemment, laissez des pouces. Vous savez, ça permet de soutenir, c'est gratuit. À très bientôt les amis. Ciao.